La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. En ce 8 mai, nous commémorons donc le jour de la victoire. Oui, mais ce matin, Paris n'est pas outragé, ni brisé, ni martyrisé, comme l'avait psalmodié le général de Gaulle en son temps. Non, Paris en finale, Paris en fusion, corrige le Parisien en une. Libéré, titre l'équipe, sous une photo des joueurs du PSG exultant. 80 ans après la victoire contre l'Allemagne nazie, c'est donc beaucoup plus pacifiquement la victoire des joueurs de foot parisiens qui retient l'attention des gazettes. Mais c'est donc parce qu'on est en finale et c'est un peu miraculeux. Parce que quand on se reporte quelques mois en arrière, cela n'avait rien d'évident. C'est vrai, reconnaît Vincent Duluc dans l'équipe. Il n'y avait pas grand monde pour en émettre le pronostic l'été dernier et sûrement pas nous, reconnaît-il, parce que c'est une équipe qui vient de très loin, trop jeune à l'automne, proche de tomber du fil, où elle promenait ses déséquilibres et sa construction, écrit Duluc, mais devenue assez grande au printemps pour renverser toute la noblesse de la Première Ligue, comprenait la fine fleur du foot anglais, Manchester City, Liverpool, Aston Villa, puis Arsenal hier, un baron après l'autre. Alors, il y a donc eu la victoire des joueurs, mais chacun de souligner également l'ambiance assez exceptionnelle dans les tribunes. Le parc a vibré comme jamais, explique Arnaud Herman, toujours dans l'équipe. La fête fut totale pour les 48 000 spectateurs et de très nombreux people du sport, du monde de l'entreprise, du showbiz et de la politique. Mais revenons aux supporters de base, qui a beaucoup donné de la voix. Oui, à cette fureur, cette ferveur, cette clameur, s'exclame Yves Jéglé du Parisien, qui se fait poète, à moins qu'il n'ait fumé la moquette. Le parc, écrit-il, cette forêt primaire remplie dans la nuit qui tombe de ces chants de supporters auxquels il faut reconnaître l'ivresse artistique des chants d'oiseaux lançant leurs plus beaux trilles d'un virage à l'autre. Voilà. Bon, mais abandonnons les chants et surtout les noms d'oiseaux, la trille des supporters et la verve du commentateur pour saluer quand même l'homme du match. Celui à qui l'équipe accorde ce matin la note exceptionnelle de 9 sur 10. Alors, qui est-il, Dimitri? Indice. Eh oui, Gigi, ou plutôt Gigio l'amoroso, comme l'appelle le Parisien. Merci à Dalida. Gigio Donnarumma, le gardien de but du PSG, super-héros, sauveteur, justicier. Le portier parisien aura endossé toutes les panoplies hier, écrit Stéphane Bianchi. Gigio l'amoroso a tout fait pour gagner les cœurs et le respect du public parisien. Et en plus, il a gagné un surnom qui va lui coller à la peau. Bon, ce n'est pas tout, il reste quand même un match, la finale, pour devenir champion d'Europe. Ce sera le 31 mai à Munich, Dimitri, face à l'Inter de Milan. Et tout d'un coup, ça fait tilt pour Benoît Lallemand, chef du service des sports du Parisien. Bah oui, une finale à Munich, un club de Milan, ça ne vous rappelle rien, interroge-t-il dans son éditorial? Mais si, bien sûr, OM AC Milan, le 26 mai 1993, la tête de Boli pour une étoile sur le maillot et à jamais les premiers, ce gimmick dont les supporters marseillais nous rebattent les oreilles à la première occasion, ajoute-t-il un rien agacé, mais le patron des sports du Parisien souhaite enterrer la hache de guerre ce matin parce qu'il se souvient qu'à l'époque, toute la France était derrière l'OM et ce serait tellement chouette, écrit-il, de sentir la même unanimité, se plaît-il à rêver. Mais pourquoi rêver? Eh bien parce qu'à Marseille, l'heure n'est pas vraiment à la célébration du PSG. Oui. Pour tout dire, on a même le cœur lourd ce matin. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Voilà, on excusera cet emprunt à Marcel Pagnol, mais il faut effectivement lire La Provence ce matin pour se rendre compte que le supporter de l'OM ne partage pas complètement le bonheur du Parisien. C'est peu de le dire. D'abord, en une, rien. Pas un mot sur le match d'hier. Il faut feuilleter le quotidien marseillais jusqu'à la page 21 pour qu'un petit papier non signé informe tout de même ses lecteurs de la victoire du club de la capitale. Les supporters de l'OM, pour la plupart, écrit le journal, ont suivi cette demi-finale retour en espérant une remontada d'Arsenal. Bref, des supporters préférant la perfide Albion à la ville lumière. Et ce matin, ils ne peuvent s'empêcher de trembler, de voir des signaux qui ne les rassurent pas, ajoute la Provence. Le match décisif se déroulera à Munich face à un club milanais. Bref, de toute évidence, les Marseillais ne sont pas du tout emballés à l'idée que les Parisiens deviennent à jamais les deuxièmes. Bon, Olivier, est-il quand même bien raisonnable de consacrer autant de temps à un match de foot? Je vois où vous voulez en venir, Dimitri. Vous êtes en train de penser que tout cela
fait un peu beauf. Eh bien, justement, il est peut-être temps de réhabiliter le beauf et la beaufitude. C'est en tout cas ce que fait une jeune autrice, Rose Lamy, qui publie un petit livre qui s'intitule et qu'Eugénie Bastier a lu pour nous. Elle nous en fait la recension dans le Figaro. L'ouvrage est intéressant parce que ce livre, écrit par une femme de gauche, dénonce finalement le grand mépris de classe d'une partie de la gauche pour le populo. Cet essai est effectivement un plaidoyer pour tous ceux qui n'ont pas la culture qu'il faut, qui regardent la télé au lieu d'aller au théâtre. La France des Kevin, des Jordan et des Jennifer, les oubliés qui vivent dans la France moche des ronds-points, ces classes populaires blanches que la gauche des centres-villes a laissé tomber, écrit-elle, et que seul l'ERN, qui a fait rentrer plusieurs Kevin à l'Assemblée, et même un Jordan, semble aujourd'hui représenter. Rose Lamy décrit avec finesse les humiliations qu'elle a ressenties dans sa jeunesse, par exemple quand elle s'élance sur une piste de danse pour chanter dans les yeux d'Émilie, sur le regard moqueur de camarades de centre-ville. Le beauf, c'est Cabu qui l'a inventé dans les années 70, rappelle Eugénie Bastier. À l'époque, il portait un béret, une moustache, il était réactionnaire, misogyne et raciste, à l'opposé de la figure du grand Duduche, lycéen progressiste, élancé, cheveux longs, woke avant l'heure. Aujourd'hui, dit Rose Lamy, le beauf, c'est le tonton raciste que les journalistes de gauche aiment à tenter de rééduquer à chaque vacances de Noël. C'est le plouc qui gâche le paysage du citadin instagrammeur. Lisez ce papier d'Eugénie Bastier, à la fin duquel on se dit que peut-être la seule chose qui réunit encore le prolo et le bobo, l'alcoolo et l'écolo, c'est peut-être la même joie simple après la victoire d'une équipe de France, avant tout de même les violences qui ont suivi la rencontre. Ça, c'était l'hymne des joueurs de l'équipe de France de rugby, du 15 de France. Je vous ai parlé dans cette revue de presse de Jodassin, des yeux d'Émilie. C'est pour ça qu'il y avait une cohérence. Il y avait de la culture populaire à tous les coins de rue. Je sais que c'était la Coupe du Monde de rugby. Merci beaucoup Olivier Delagarde, votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Vous avez parlé des commémorations.